Rahman Rahim. Avant de commencer ma modeste présentation, j'aimerais bien féliciter les organisateurs pour cette initiative qui nous ont démontré qu'il est possible de travailler dans un cadre serein, bien loin d'un certain nombre de choses. Je tiens à les remercier de m'avoir associé à cet événement qui se déroule dans l'enceinte de cette fac auquel nous tenons énormément. Et voilà, donc ma présentation s'intitule Conseil de l'ordre de nouvelles missions pour mieux appréhender l'évolution que connaît le secteur de la santé. Alors, dans la plupart des pays, nous assistons à une mutation de la profession pharmaceutique. Cette mutation qui contraint le pharmacien à s'adapter est dictée par un certain nombre de choses. D'abord, le vieillissement de la population et le changement de mode de vie, essentiellement la suralimentation et la sédentarité. Donc il y a, du fait de ce constat, donc il y a une augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, cancer et j'en passe. Deuxièmement, il y a une volonté des États à maîtriser leurs dépenses. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation des dépenses, les budgets de la santé sont limités et on est obligé de prendre des mesures. La mondialisation, donc la pharmacie latine est en train de plus en plus à faire place à la pharmacie anglo-saxonne. Et je vais dire la dictature d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de s'y mettre. C'est comme s'il y avait une obligation pour qu'on passe tous au commerce électronique avec tous les inconvénients que cela comporte. Les nouveaux médicaments, il y a des mises sur le marché de spécialités pharmaceutiques issues de la biotechnologie, nécessitant un accompagnement spécifique du malade et une formation des professionnels de la santé. Il y a des exigences croissantes des usagers des médicaments. Aujourd'hui, il y a des associations qui s'organisent et qui demandent un service. Tout à l'heure, il a dit qu'il est dérangé par le mot client. Client n'est pas du tout péjoratif. Un client, c'est quelqu'un qui exige. Un patient, il subit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients et de moins de patients. Donc, on doit encore s'occuper davantage de ces clients. Il y a aussi une inadéquation entre l'offre et la demande en professionnels de la santé et particulièrement les médecins. Bien sûr, les pharmaciens nous sont là assez nombreux. Au Maroc, il y a un médecin pour 1500 habitants. En Tunisie, un médecin pour 500 habitants. Et en Égypte, un médecin pour 250 habitants. Donc, on a énormément de retard à rattraper. Et au fait, pourquoi je parle de ce point? Tout simplement parce que des pays où il y a une désertification médicale comme le Canada, comme la France, ils essaient de donner une partie des missions du médecin, de les confier aux pharmaciens, bien sûr avec une formation, avec tout ce que cela comporte. La multiplication des affaires liées à l'utilisation des médicaments accule le pharmacien à jouer un rôle plus important dans la gestion des risques sanitaires. Donc, pour que le pharmacien puisse adapter son apport à la prise en charge des patients et mieux répondre à leurs attentes, les instances professionnelles de nombreux pays se sont attelées à imaginer de nouvelles missions pour le pharmacien. Ces nouvelles missions peuvent aussi générer un apport financier non négligeable pour les pharmacies et les pharmaciens. Dans ces pays, les conseils de l'ordre se sont impliqués dans la mise en place de ces nouvelles missions pour s'assurer de leur conformité avec les textes de loi en vigueur. Alors là, je vais vous citer 4 exemples. Bien sûr, sur bien des points, nous sommes très, très loin de ces pays-là, mais je pense que je vais vous citer ça. Ce sont des idées, il faut creuser, il faut que nous aussi qu'on s'y mette et qu'on essaie de trouver des solutions en s'inspirant de ce qu'on ne pouvons faire et d'adapter des formules qu'on peut importer. Alors, l'exemple de l'éducation thérapeutique est un exemple très intéressant où le pharmacien s'implique. En quoi consiste l'éducation thérapeutique? Elle consiste à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Alors, lors des dernières journées qui sont déroulées à Mohammedia au mois de juin dernier,
Donc, un confrère nous a présenté une association Diabolo 45 où il y a une collaboration des médecins et des pharmaciens pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques. Alors, donc, ils mettent en place un réseau qui institutionnalise cette coopération et ce réseau. Et c'est un lien social entre les professionnels et les patients. Il permet d'organiser des ateliers pour que les malades connaissent davantage leur maladie. Et c'est aussi un lieu de formation des professionnels de santé, aussi bien les médecins que les pharmaciens. Et ce sont des machines qui tournent, donc ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Un avenant a été signé le 27 juin 2013 concernant la surveillance des antivitamines K par les pharmaciens. Comme vous le savez, il y a énormément d'accidents liés au mésusage, liés à une mauvaise utilisation donc aux AVK. Donc en France, il y a eu un avenant qui a été ajouté à une convention qui est signée entre les professionnels de la santé et les caisses d'assurance maladie. Et cet avenant, il prévoit une rémunération de 40 € par patient. Donc l'avenant précise les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accompagnement pour les patients sous AVK. Donc le pharmacien, en échange de ces 40 €, il doit s'assurer que le patient connaît bien son traitement, il doit informer et conseiller le malade sur le bon usage des médicaments prescrits, il doit promouvoir son adhésion thérapeutique, il doit contrôler donc ses constantes biologiques, notamment l'INR, et le tout dans le cadre d'entretien à l'officine. Donc le patient doit prendre un rendez-vous à l'avance. Et au fait, l'intérêt de ces nouvelles missions, ce n'est pas tant l'apport financier, parce que par rapport à tout ce que fait le pharmacien, c'est rien du tout. Mais ça ouvre une nouvelle voie assez intéressante. Peut-être que demain, on passera à d'autres pathologies et le pharmacien pourra contribuer davantage à la prise en charge du malade, parce qu'on a une étiquette commerciale, on a beaucoup de mal à dépasser ce rôle commercial. Donc là, je passe. En 2006 aussi, il y a des décisions qui ont été prises, notamment l'utilisation des contraceptifs oraux combinés et la pilule du lendemain. Comme vous le savez, c'était vraiment la chasse gardée de nos confrères médecins. Donc le pharmacien, il ne fallait surtout pas qu'il s'approche de ça. Donc, comme il y a énormément de grossesses non désirées, donc il y a beaucoup d'IVG, en 2006 par exemple, le nombre était de 209 700. Depuis cette date-là, donc l'administration française a pris deux décisions qui sont quand même de taille, à savoir d'une part donner la pilule gratuitement aux mineurs sans autorisation, la pilule de lendemain, j'entends bien, donc sans l'autorisation de ses parents et donc gratuitement sans autorisation du parent et sans prescription médicale, ce qui est quand même un précédent en France. Et aussi depuis 2009 pour éviter ces grossesses non désirées. Donc les pharmaciens peuvent renouveler une prescription. Donc ce sont des décisions qui sont assez importantes. Alors, en ce qui concerne la formation continue, bien sûr, pour que le pharmacien puisse suivre un peu ce qui se passe, la formation continue est capitale. Donc, il y a pas mal de textes de loi qui ont été adoptés pour que cette formation continue soit obligatoire. C'est très important. Aujourd'hui, quand nous faisons des formations, ça fait des années que je suis au syndicat, malheureusement, on touche 30 à 40% des pharmaciens au maximum et qui s'intéressent à tout. On sent qu'ils ont envie d'apprendre et d'améliorer leur exercice, mais malheureusement, une grande part des pharmaciens n'assistent pas à ces formations continues et je pense que dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas capable de nous comporter en vrai pharmacien, en vrai professionnel de la santé, je crois qu'il faut nous obliger à faire cette formation-là. Je pense que c'est clair. Donc, je passe. Et au fait, pour que les conseils de l'ordre puissent travailler, le cas de la France par exemple, là au fait, je vais essayer de passer en revue les pays. La France, pour pouvoir faire un peu tout ce qu'ils ont fait, mais le conseil de l'ordre, il a fait d'Internet un allié. Ils ont sorti d'un seul coup 4 portails. Ils ont mis en ligne 4 portails très importants. Alors le premier portail, donc rapidement, donc, il y a le portail officiel du Conseil de l'ordre, il y a aussi ECHO qui est dédié à la qualité, il y a un portail de pharmacovigilance et un Medispar qui est une base de données. Alors donc le site du Conseil de l'ordre, pour ceux qui l'ont déjà visité, c'est un site
très très riche, on y trouve pratiquement tout. Il n'est pas fait uniquement pour faire la promotion du Conseil de l'ordre ou des personnes qui siègent au Conseil de l'ordre, il est fait pour mettre à la disposition aussi bien du grand public qu'aux professionnels des informations qui les aident soit pour se soigner, enfin pour mieux connaître la profession et tout ça. Et les professionnels de la santé trouvent un certain nombre de documents, notamment il y a par exemple, ils ont un courrier mensuel qui est très important, c'est une revue électronique que vous pouvez télécharger à partir du site où on trouve toutes les informations concernant le Conseil de l'ordre français et ce qui se passe en France. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant, qui est un peu en rapport avec ce que nous traitons aujourd'hui, à savoir, ils ont classé toutes les jurisprudences. Donc quand il y a un problème, c'est très facile. On va au site du Conseil de l'ordre, on sort les jurisprudences, comme on peut sortir les discours des présidents du Conseil de l'ordre. Et c'est très important. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons se volatilise, il ne reste rien. Et ces discours sont très importants pour l'historique de la profession et pour pouvoir avancer ou savoir où c'est qu'on était et où c'est qu'on est aujourd'hui. À côté de ça, donc, il y a le deuxième portail, donc l'évaluation de la qualité de l'officine. Je ne vous dis rien je vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement livrés à nous-mêmes. Le pharmacien, il fait un petit peu comme ce qu'il a appris. Souvent, le pharmacien oublie pas mal de choses avec le temps. On rentre dans une routine et on ne se remet jamais en question. Et là, des sites comme ça, ils sont très importants parce qu'ils nous permettent, on peut faire une évaluation en ligne. Vous rentrez dans le site, vous vous auto-évaluez et vous allez voir un petit peu où c'est que vous prêchez, là où vous travaillez le moins bien, et vous avez à votre disposition un certain nombre de documents, un certain nombre de vidéos pour corriger ces travers entre guillemets. Donc il y a le site www.pharmacovigilance.fr. Donc son rôle, c'est de promouvoir le rôle du pharmacien dans la gestion des risques sanitaires et mobiliser les pharmaciens à exercer pleinement leur rôle de prescripteur de vigilance. Là aussi, il y a un problème. On est très peu impliqué au niveau de la pharmacovigilance, puis il faut qu'on change ça. Et ce qui est important, c'est que ce portail de pharmacovigilance, ce n'est pas le portail des centres de pharmacovigilance, c'est le Conseil de l'ordre qui a fait un portail pour que le pharmacien puisse faire des déclarations en ligne, pour faire un certain nombre de choses et pour suivre un petit peu la pharmacovigilance des produits. Ils ont aussi, ça c'est un portail qui est très intéressant, mais disent pas, tout simplement, ils ont mis dedans toutes les spécialités qui ont une prescription particulière. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux médicaments que nous ne connaissons pas. Et de toute façon, même ce que nous allons apprendre aujourd'hui, on sera dépassé dans quelques années. Donc en permanence, il faut suivre un peu ce qui se passe et on doit savoir les spécificités des nouveaux produits. Donc là, je ne vais pas trop vous détailler. J'espère que vous allez les visiter vous-même et vous allez vous rendre compte de la qualité de ces produits-là. Pardon. Alors, et pour finir de parler des portails, le dernier c'est CESFARM, donc c'est un portail qui a été fait, donc c'est un portail officiel, et dans le rôle, donc il a pour vocation d'aider les pharmaciens à s'impliquer dans la prévention, l'éducation pour la santé et l'éducation thérapeutique du patient. On peut aussi nous inscrire dans ce portail-là, et ils organisent, en fait c'est une commission permanente du Conseil de l'ordre français, et ils organisent assez souvent des campagnes de sensibilisation très importantes, et qui mettent en avant ce rôle de sensibilisateur du pharmacien. Et là aussi, nous pouvons faire énormément de choses si on se penche sur ce problème. Alors, la France, ils ont aujourd'hui un énorme problème, à savoir le commerce électronique de médicaments. Et comme vous le savez, c'est le prochain combat qui va opposer les sites marchands de médicaments, les sites qui vendent des médicaments, qui sont adossés à des pharmacies, aux pure players, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont pas de pharmacie, ce sont des sociétés qui vont vendre des médicaments. Le système existe déjà dans pas mal de pays anglo-saxons et il est déjà arrivé en France, et le Conseil de l'ordre français, si vous rentrez dans le site, vous allez voir qu'ils mettent la liste des sites qui peuvent officiellement vendre les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que les patients vont acheter des médicaments via Internet, et si les sites ne sont pas conformes et contrôlés, on va vers de grandes catastrophes sanitaires.
Et au Maroc, il ne faut pas croire, parce que souvent on fait un peu comme l'autruche, on met notre tête dans le sable et on fait semblant qu'on n'est pas concerné par le problème. On est très concerné par le problème. Il y a une société de portage qui a essayé d'ouvrir, donc portage de médicaments, des coursiers de médicaments entre guillemets, qui a essayé d'ouvrir. Il y a un procès avec une de ces sociétés-là. Il y en a eu notamment à Marrakech, mais ces gens-là, leur but numéro un, c'est de nous grignoter une part de notre marché. Ils vont rentrer sous une formule, mais rien ne les empêche que demain, ils vont passer au complément alimentaire. Et la dernière phase, c'est carrément essayer de nous prendre les OTC et tout ça. Et tant qu'on ne réagit pas, tant qu'on ne fait rien, tant que le Conseil de l'ordre ne se prononce pas, on va vers un grand risque. Et au fait, le risque, il est surtout important pour les citoyens. Donc c'est là-dessus qu'il faudra qu'on se bagarre. C'est le risque de contrefaçon. Alors là, je passe en Belgique. La Belgique, contrairement à la France, ils travaillent assez rapidement et assez rapidement, ils essayent des formules et ils travaillent pas mal. En France, c'est un peu comme le Maroc, on met un peu plus de temps. Donc, et la Belgique, donc ça va commencer dans 10 jours. Donc le 1er octobre prochain, le pharmacien pourra proposer à des patients qui entament des traitements de l'asthme un accompagnement personnalisé sous forme de 2 entretiens. Là aussi, c'est leur caisse d'assurance maladie qui va payer. Et l'objectif de ce suivi individualisé est de renforcer l'efficacité du traitement prescrit en travaillant notamment sur le bon usage du médicament. C'est un peu le même principe que pour les AVK. Et il ne faut pas oublier que les Belges travaillent énormément. Ils ont une association, l'association des pharmaciens, l'association pharmaceutique belge, l'APB, qui travaille énormément. Puis ça fait des années qu'ils ont adopté un mode de rémunération qui ne se base plus sur la marge commerciale. Mais les Belges, ils touchent un certain nombre de francs belges, d'euros par ligne. Donc déjà, ils sont passés plus à des prestations qu'à des marges commerciales. La Suisse, donc là aussi c'est bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec des confrères suisses. Là c'est vraiment, quand on discute avec eux, on est démoralisé par leur pragmatisme. Ils voient très bien où c'est qu'ils vont, ils sont très clairs. Ils ont mené des expériences par exemple, donc ce sont des expériences qui nous ont été présentées par le professeur Olivier Vignon lors des dernières journées pharmaceutiques de Casablanca. Donc, ils ont mené des expériences, tout simplement, les assureurs et les pharmaciens. Donc, ils ont mis des équipes pluridisciplinaires qui suivent les malades. Ils se sont aperçus qu'ils font pas mal des économies. Et donc, une partie des économies, sert à la rémunération des pharmaciens. Et tout le monde est gagnant dans cette histoire. Donc, le pharmacien, il retrouve un peu son rôle d'acteur incontournable de la santé. Et en même temps, ils touchent une partie de la rémunération, mais ils ne s'arrêtent pas. Les Suisses, ils sont en permanence en train de se remettre en question, de tester des formules, et ils avancent. Il faut voir, contrairement, nous, on est totalement désorientés, totalement déprimés. Eux, ils voient tout de suite là où ils vont dans 40 ans, dans 30 ans. Donc, vraiment, ça démoralise quand on les voit. Alors le Québec, là aussi, c'est un vrai laboratoire. Les pharmaciens sont très entreprenants. Ils essayent pas mal de formules. Et là, il y a une loi qui sera bientôt promulguée, la loi 41, qui va donner l'autorisation aux pharmaciens de prescrire certains médicaments, de prescrire des analyses et de les interpréter. Ce qui est là aussi, c'est une petite brèche. Ça veut dire que le pharmacien, il peut prendre aussi des fonctions. Et ça a été rendu possible au Québec parce qu'ils ont un manque de médecins et le pharmacien ne veut pas en rester là. Il ne veut pas laisser les infirmières à elles seules ou les infirmiers faire ce rôle-là. Il veut aussi s'impliquer pour la santé. Il faut voir, il y a plein de missions qu'ils font gratuitement parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la présentation qui a été faite l'année dernière à Officine Expo par Diane Lamar, donc, qui est la présidente. Et elle vous explique que c'est surtout un engagement. Ce n'est pas qu'un problème pécunier. Ils sont là. Et d'ailleurs, il y a un cas dont je vais vous parler qui est très intéressant. Et là, par exemple, pour ces nouvelles missions du Conseil de l'Ordre, là, je tiens juste à vous lire un extrait que j'ai pu voir au niveau du site du Conseil de l'Ordre. Pour exercer certaines de nouvelles activités, votre pharmacien devra avoir suivi une formation de type réglementaire. Puisque le Québec compte plus de 8300 pharmaciens, un délai est nécessaire pour former toutes ces personnes. Votre pharmacien pourrait donc, une fois l'entrée en vigueur de la loi 41, ne pas pouvoir exercer certaines de ces activités dans l'immédiat. Nous vous remercions à l'avance de votre compréhension.
Et je trouve ça génial parce que ils vont entamer des choses, puis ils reconnaissent clairement qu'il leur faut une formation et ils font tout ce qu'il faut pour que cette formation ait lieu et pour qu'ils améliorent le service. Là aussi, il y a un exemple vraiment très intéressant, à savoir il y a deux ans, il me semble, donc il y a 2 ans, donc il y a eu le prix de l'innovation qui a été donné à un confrère, à un jeune confrère, très jeune confrère, M. Simon Lessard. Tout simplement, il a créé une clinique de suivi thérapeutique, où ils prennent en charge des patients et ils font un certain nombre d'examens. Et vraiment là, ils montrent le rôle du pharmacien. Ils travaillent avec des kinés, avec d'autres professionnels de la santé, bien sûr en accord avec le médecin. Et pour que ça ne soit pas interprété que c'est uniquement une démarche pour avoir de l'argent, ce confrère a eu l'idée géniale. Donc tout ce que ça rapporte, tout ce que rapporte la clinique, il le reverse à une association. Ça veut dire que là, moi, je suis pharmacien, je veux apporter. Il n'y a pas que l'intérêt pécuniaire, et il a démontré qu'un pharmacien peut être autre chose que ce commerçant dont nous sommes étiquetés. Donc, et dans tous ces pays dont j'ai parlé, donc la mise en place de ces missions nécessite donc une prise de conscience de l'administration. Enfin, une partie, hein, c'est pas exhaustif. Une prise de conscience de l'administration, une réactivité du législateur, c'est très important. L'implication des instances professionnelles, la mobilisation des praticiens. Donc, il ne faut pas qu'on passe notre temps à attendre que les instances professionnelles fassent quelque chose. Le rendez-vous d'aujourd'hui est un exemple. Ce rendez-vous va nous permettre de réfléchir. Bon, les organismes professionnels sont occupés avec autre chose, mais les pharmaciens peuvent s'impliquer par petits groupes ou par petites associations, et pourquoi pas ne pas devenir une vraie force de proposition en attendant des jours meilleurs. Et la formation et l'information sont très importantes. Donc aujourd'hui, on veut faire des choses, on veut devenir important, mais il faut qu'on se forme. Et aussi, il y a aussi l'information, c'est-à-dire on a un certain nombre de données qu'il faut absolument qu'on partage avec tout le monde. Et dans tous ces pays-là, si vous faites un petit tour, les sites des conseils de l'ordre regorgent d'informations et informent la base, informent le public. Il y a des services qu'ils rendent au public à travers leur site. Donc l'information est capitale. Et aussi, on a un problème il n'y a pas que l'information des citoyens et des pharmaciens, il y a aussi un manque crucialement de chiffres. On n'a pas de chiffres aujourd'hui. Des pays ont adopté des systèmes, par exemple la France, ils ont mis des pharmacies sentinelles. Ces pharmaciens se sont engagés à partager un petit peu leurs données avec cet organisme. Et grâce à ces données-là, ils peuvent savoir où va la profession. C'est-à-dire, s'il y a une mesure concernant les génériques est prise, on peut savoir en quelques jours où vont les génériques. Est-ce qu'on en consomme moins? Est-ce que ça va avoir une répercussion? Et c'est très important. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour qu'on commence à pleurer. Aujourd'hui, il faut anticiper. Alors, qu'en est-il du Maroc? Bon, là, je passe les choses. Donc, le Dahir, donc mes confrères en ont parlé. Donc, on est 1000 pharmaciens, on attend la régionalisation, là ça a été passé en long et en large. Les instances professionnelles ont un fonctionnement non optimisé, je crois que je suis léger en disant ça. Il y a un problème de ressources humaines. Quand on voit par exemple à l'Association des pharmaciens belges, ils ont une cinquantaine de pharmaciens qui travaillent dans cette institution. Au niveau du Conseil de l'ordre en France, ils ont beaucoup de pharmaciens qui travaillent. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je sais qu'ils ont au moins 40 ou 50 personnes qui travaillent en permanence. Parce que malheureusement, nous avons des secrétaires très très dévoués, mais une secrétaire, elle ne peut pas elle seule gérer tous les problèmes du Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, il faut qu'il y ait des pharmaciens. Moi, comment je le vois, je vois au minimum 1 ou 2 pharmaciens qui travaillent au Conseil de l'ordre et qui suivent les dossiers. D'autant plus qu'on a un problème de continuité. Quand il y a un bureau qui change, on passe à un autre bureau. L'autre bureau ne sait pas forcément ce qu'a fait l'ancien bureau. Si on avait un directeur, entre guillemets, du Conseil de l'ordre qui fait ce suivi-là, peut-être que ça pourrait apporter. Et il faut du personnel qualifié, il faut de la communication. On ne peut pas faire de la communication avec des personnes qui ont beaucoup de mal déjà à rentrer sur Windows. On ne peut pas leur demander de faire des campagnes de communication, des choses comme ça. Donc il faut du personnel. Les ressources vont, souvent on dit les 600 dirhams nous limitent et tout ça. Ben moi je suis prêt à donner 4 fois plus si ce Conseil de l'ordre travaille pour moi et me ramène quelque chose. Alors que quand on donne si on donne 600 dirhams, ça ne sert à rien. Donc même les 600 dirhams, je trouve que c'est trop. Mais je suis prêt à donner plus si ce Conseil de l'ordre se bagarre pour me défendre mon monopole. Ça sera un investissement dans cette instance.
Donc le défaut de continuité, ça change tout le temps et on ne sait pas. Hier, on a eu nos confrères, c'est Abslam, on a eu pas mal d'autres confrères, il y avait Sil Routi, tout ça. Et malheureusement, à chaque fois qu'une équipe passe, on l'oublie totalement, on ne les implique pas au niveau des commissions et les personnes qui travaillent maintenant, je suis désolé de le dire, n'ont aucun historique. Ils essayent de voir comme ils peuvent l'avenir, mais ils n'ont pas de rétroviseur, donc ils ne peuvent pas avancer. Il n'y a même pas de passage de conseil. C'est un problème. On passe, on prend par exemple, on prend un conseil de l'ordre, on ne fait même pas un inventaire. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, je reparle de la communication. Au fait, ça communique pas mal, mais malheureusement, les communications sont toujours liées à des personnes ou faire la promotion de telle ou telle personne, mais on n'a pas une communication officielle. Une instance qui prend une décision doit absolument publier cette décision. Elle doit l'envoyer aux pharmaciens. On reçoit très peu de courriers par rapport à ce qui se passe. Et la seule communication qu'il y a, c'est au niveau des forums, et c'est totalement dérégulé, et ça devient vraiment du n'importe quoi. Il me reste 6 minutes, hein. Je chronomètre. Il y a des pharmacies, bon, on voit très bien, la courbe elle est exponentielle. Bon, là, je ne vais pas être pessimiste. Bon, bien sûr, il y a la baisse du chiffre d'affaires, il y a des créations de pharmacies qui ont beaucoup de difficultés, il y a une augmentation. Donc, il y a la généralisation, voilà, tout à l'heure l'a dit. Bon, la crise ne peut pas justifier des comportements antidéontologiques, mais les faits sont là. Des pharmaciens qui sont en difficulté, il y en a des pharmaciens qui font 200 dirhams la matinée. Tu ne peux pas lui dire de refuser de vendre un corticoïde à midi et demi. Il y a un problème économique qu'il faut résoudre et il faut sévir. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, les pharmaciens sont livrés à eux-mêmes. Alors, quelques chantiers envisageables. Je tiens d'abord à rappeler que la pharmacie est un espace de santé incontournable. Le pharmacien et son équipe jouent un rôle exceptionnel dans la prise en charge des patients. En dehors des psychotropes, notre pratique officinale est bien souvent en inadéquation avec les tests qui régissent la profession. Contrairement à nos confrères européens et canadiens, nous prenons des risques à longueur de journée. Nous passons notre temps à renouveler et à donner des médicaments tableau A, tableau C, liste 1, liste 2. Donc on les donne sans ordonnance, mais au fait, on arrange les affaires de l'État, on est là, on aide les malades, mais quelque part, nous, on prend des risques. Au moindre accident, on peut aller en tôle. Donc aujourd'hui, nous faisons des choses que nous ne devons absolument pas faire. La formation continue, donc il nous faut une formation continue non partisane sous forme de DU. Nous avons pas mal de professeurs, professeur Yahya Charrah ici présent, professeur Jamal Tawfiq et d'autres professeurs de très grande qualité, d'excellents orateurs qui peuvent nous organiser donc des DU. Et ils en font déjà, donc il y a déjà pas mal de DU, mais on peut en faire plus. Donc ces DU seront faits en collaboration entre les enseignants, les pharmaciens cliniciens et les représentants des instances professionnelles. Et les thèmes, ce ne sont pas les thèmes qui manquent. Aujourd'hui, les antibiotiques sont utilisés n'importe comment. Donc j'estime qu'on doit absolument faire un module aux pharmaciens pour qu'on passe à la moindre utilisation des antibiotiques. C'est grave ce qui arrive maintenant. Il y a la contraception, il y a eu des formations excellentes qui ont été faites il y a une vingtaine d'années par les organismes, justement les organismes professionnels avaient participé, ils nous ont énormément servi et je crois qu'il est temps de les reprendre. La tuberculose qui sévit actuellement au Maroc, beaucoup de pharmaciens ne donnent pas forcément toutes les informations qu'il faut, donc il faut bien connaître la maladie et essayer de passer le message aux patients. Le sida, la législation, donc il y a beaucoup de choses à faire. La qualité, là c'est très important, donc un DU de qualité, donc il faut faire l'évaluation des pharmaciens. On peut faire là aussi, on peut impliquer les inspecteurs du ministère de la Santé qui connaissent bien le sujet, des profs de la fac et les instances professionnelles pour essayer de mettre en place des systèmes de qualité. C'est très important. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on travaille bien. Il faut aujourd'hui qu'on ait un certificat comme quoi nous travaillons comme il faut. Et d'ailleurs, c'est ce que font les laboratoires, c'est ce que font un peu tout le monde. Aujourd'hui, la qualité, il ne suffit pas de dire je travaille bien. Il faut démontrer que nous travaillons bien, quitte à avoir un certificat, ce pharmacien a son DU de qualité. Et comme j'ai entendu ça quelque part, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc aujourd'hui, c'est pas parce on est peut-être bon,
Mais il faut qu'on s'évalue, il faut qu'on se mette à jour. Le système d'information, donc là c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure de la jurisprudence et la mobilisation des pharmaciens et leur implication dans tout projet est tributaire de la qualité de communication. Là, je ne vous apprends rien. La réactualisation de textes de loi, ben, moi je verrais bien une commission permanente qui se penche à plein temps sur les textes de loi parce que c'est un chantier permanent. Parce qu'aujourd'hui, on reproche énormément de choses à l'administration. Bon, bien sûr, il y a eu des projets qui ont été faits par le passé. Ces projets n'ont pas été réactualisés. Peut-être le projet qui a été piloté, entre guillemets, par professeur Jamal Toufer. Donc c'est un projet très intéressant, mais il y a d'autres choses à faire. Toutes les choses que nous critiquons, il faut absolument qu'on fasse des propositions dans ce sens. Les nouvelles missions, il faut aussi qu'on s'y mette nous aussi. Il faut commencer à réfléchir au moins pour voir est-ce qu'elles sont faisables dans le contexte marocain. De toute façon, n'importe quelle formule, si on n'arrive pas à l'adapter à notre contexte marocain, elle est fatalement vouée à l'échec. Donc je crois qu'il y a des réflexions à mener. La pharmacovigilance, donc nous notifions pas suffisamment. Donc là aussi, il faut voir comment on pourrait impliquer davantage le pharmacien d'officine. Et en conclusion, les mutations sont inéluctables. La pérennité du métier du pharmacien est conditionnée par son adaptabilité. Rien ne peut être fait sans un conseil fort et légitime. L'administration doit sortir de son mutisme et assumer ses responsabilités. Ça a été dit et redit. Et voilà, donc je pense que pour conclure, chacun d'entre nous a un petit projet pour la profession. Je crois qu'il faut qu'on se mette ensemble pour trier tous ces projets qui pourront demain faire du bien à la profession. Il ne faut surtout pas tuer en nous ces projets qui peuvent sauver la profession. Merci.